Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert, pour le débrief ludique du lundi soir vers 20h, où ensemble on va parler des jeux de société, notamment ceux auxquels j'ai joué. Le principe, c'est que pendant à peu près une petite heure, on va sur ma Ludo et puis on va parler ensemble donc des jeux auxquels j'ai joué. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti et très vite fait également donc des mécaniques et quelques règles comme ça, et vous dire tout simplement si le jeu m'a plu ou si m'a un petit peu moins convaincu. Généralement, si je prends le temps quand même d'en parler ici en débrief ludique et également en review sur Instagram, c'est que le jeu m'a quand même un minimum plu. Si le jeu vraiment m'a pas plu en général, j'en parle très rapidement ou voire pas du tout. Mais en tout cas, voilà pour le petit système, comment ça fonctionne. Et salut Max, bienvenue. Alors on va commencer tout de suite, sans plus attendre, avec ce premier jeu, parfait pour Halloween en fait, hein, Ghost Manor. Alors c'est un jeu, clairement c'est un jeu enfant, donc il est là. C'est à partir de 6 ans, c'est chez Labo Ludique. Alors, Ghost Manor, qu'est-ce que c'est ? C'est un système de jeu qui est basé sur le memory, c'est-à-dire que chaque joueur va avoir 9 cartes en carré formées devant lui, comme ça, et à son tour, eh bien, il va choisir de retourner une carte, et sur ces cartes-là, au dos des cartes, donc, il va y avoir des fantômes qu'on voit sur le manoir principal. Si la carte que je retourne indique un fantôme qui est présent dans le manoir avec ces petits jetons ici, eh bien tout simplement je vais pouvoir les prendre et les mettre dans mon sac à dos. Alors là on voit il y a un aspirateur, il y a également une lampe, il y a également d'autres petites cartes, enfin il y en a 3 cartes avec la lampe et l'aspirateur et l'espèce de petit slime qui apporte des petits bonus, etc. Par exemple, la lampe torche, ça va me permettre de retourner 2 cartes pour les visualiser. Parce qu'une fois que j'ai retourné la carte, si le fantôme y est dans le manoir, comme on le voit ici, eh bien je vais les récupérer et le mettre devant mon fantôme. Et forcément, la carte, je vais la retourner par la suite. On va remettre d'autres fantômes ici, et quand ça va revenir à mon tour de jeu, eh bien il va falloir que je me souvienne à peu près où sont placés les fantômes sur mes cartes pour pouvoir aller les repiquer tout simplement dans le manoir principal. Donc c'est vraiment principalement en fait du memory avec des illustrations toutes mignonnes. Il se joue donc de 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 6 ans, des parties très rapides, environ 15 minutes, peut-être à peine un peu plus avec des enfants. En tout cas, entre adultes, nous on y a joué. C'est rigolo, ça marche plutôt pas mal sur ce système de memory où tu rigoles parce que forcément, tu retournes une carte et quand ça revient à ton tour, eh bien, tu ne te souviens plus du tout qu'est-ce qu'il y a derrière tes cartes. Voilà. Donc c'est chez Labo Ludique, c'est un jeu de Alexis Allard et Romaric Gallonnier, illustré par Makoto Takami et distribué par Neoludis. C'est sorti fin septembre aux alentours de 16€. Voilà pour ce petit Ghost Manor à jouer. Alors, c'est quand même plus destiné aux plus jeunes, hein, en tout cas entre adultes. Comme j'en ai parlé sur Instagram, effectivement, vous allez faire une partie, voire 2. Après, vous allez passer à un autre jeu. Mais de temps en temps, voilà, ça peut être rigolo de le ressortir, mais c'est plus à destination, en tout cas, des enfants. Voilà pour ça, et effectivement, oui, en général, tu te souviens plus de la carte que tu as retournée juste au tour précédent. Et j'en avais déjà parlé, oui, il me semble. Et salut CosmoX, bienvenue. Alors, histoire de se raconter des histoires, c'est bien dit, que ce soit pour Halloween ou autre, Storybox, la nouvelle boîte Contes et légendes qui arrive à la fin du mois, donc à la fin de la semaine, le 31 octobre, aux alentours de 15€. C'est chez Tiki Édition, c'est un jeu de Alexandre Droit et Julien Protière, illustré par Laetitia Van Gaz, et c'est distribué par Neoludis. C'est pas leur première boîte de Storybox, ils en ont fait plusieurs. Il y avait notamment l'avant-dernier, c'était Polar, il y avait eu également Aventure et Rêve et Cauchemar. Donc là, c'est la nouvelle boîte, Contes et légendes, qui vraiment, en fait, se situe dans un univers, on va dire, de fantasy et tout ce qu'on a un petit peu plus l'habitude de connaître comme style d'histoire, un petit peu de contes de fées, genre Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. On reconnaît bien
On pourrait imaginer que ça c'était Gandalf, mais on peut tout à fait en fait imaginer, puisque le principe de Storybox en fait c'est on va avoir un paquet de cartes avec plein d'illustrations, je vais avoir 3 cartes en main et à mon tour de jeu, il n'y a pas vraiment de tour de jeu en fait, je dis ça mais non, il n'y a pas de tour de jeu, c'est que tous les joueurs en coopératif vont jouer des cartes et vont devoir raconter une histoire en fonction de toutes ces cartes en fait qui jouent au fur et à mesure. Donc là, on pourrait très bien commencer, c'est l'histoire d'un anneau magique serti d'un saphir par exemple, magique, etc. Mais il faut aller très très vite. Et là, on voit en dessous bien cette bague, en fait, il a été perdu. Elle a été perdue et elle est gardée par une espèce de dragon cracheur de feu. Pour le trouver, il faut aller dans un labyrinthe, voilà. Et donc, il y a une aventurière qui s'est dit qu'elle allait aller chercher cet anneau magique puisqu'il appartient à sa famille, etc., etc. Donc, de fil en aiguille, il va falloir aller assez rapidement puisque vous avez 2 minutes pour jouer le plus de cartes possible et pour raconter vos histoires. Une fois que les 2 minutes sont passées, eh bien on va retourner le paquet de cartes et là on va les faire défiler du coup dans l'ordre dans lequel on les a jouées. La première, ce sera celle-ci, mais avant de la découvrir, il va falloir que le joueur qui a le paquet de cartes, eh bien il dise mon histoire commence avec l'anneau qui est serti d'un saphir, etc. Et donc le paquet passe au joueur suivant et le joueur suivant va devoir se rappeler plutôt de la carte qui a été jouée en suivant. Donc là, le dragon, cracheur de feu, etc. Il va falloir aller dans un labyrinthe. Et au fur et à mesure qu'on joue ces cartes, si on trouve la bonne carte, eh bien tout simplement, on va pouvoir la mettre dans la zone plus 2. Si jamais on ne sait plus, on ne se souvient pas, mais que quelqu'un d'autre autour de la table se souvient, il a le droit de le dire à ce moment-là, au lieu de rapporter 2 points, il ne rapportera que 1 point. Si jamais on se trompe, eh bien c'est moins 1 point. Donc on va vraiment se raconter comme ça des histoires et surtout devoir s'en souvenir. Donc c'est très sympa, c'est très fun, ça fait appel à la mémoire, mais il y a en plus de la simple mémoire, il y a cette histoire en fait qu'on va créer entre nous autour de la table. Voilà donc pour Storybox, Contes et légendes. Et je voulais juste vous montrer par exemple celle-ci, Rêve et Cauchemar, qui était une des premières boîtes qui était sortie chez Tiki Édition, qui, si jamais ça vous tente, Rêve et Cauchemar, j'avais bien aimé cette boîte-là, et qui se prête, je pense, justement très bien à ce week-end qui arrive pour Halloween. Alors je vous propose peut-être de rester chez Happy Letters, chez Tiki Édition. Voilà, je vous propose de rester chez Tiki Édition avec Happy Letters. Happy Letters qui est ici. Je vous ai pas montré, mais la petite boîte de Storybox, elle est là. Happy Letters, c'est le nouveau jeu également qui arrive chez Tiki Édition à la fin du mois. C'est un jeu de lettres toujours dans la gamme des Perfect World, des Double Seven, des également Perfect World. Il y avait aussi, je sais plus, avec les trèfles. Ça ne me revient pas. Lucky Numbers, voilà. Donc c'était cette gamme de jeux ultra familiale, ultra accessible, qui en fait fait jouer tout le monde, parce que tout le monde est capable de jouer à cette gamme de jeux. Et donc avec Happy Letters, toutes les personnes autour de la table vont recevoir une espèce de grille qui ressemble à ça, avec des petits jetons, des espèces de cercles, voilà, comme on voit ici. Il va y avoir une carte qui va être retournée, une carte qui va indiquer, par exemple, un thème, donc un animal à 4 pattes. À partir du moment où la carte est révélée, le joueur vont devoir trouver un mot dans leur grille, à l'horizontale ou à la verticale, pas forcément en utilisant toutes les lettres de la ligne ou de la colonne, mais devoir trouver un mot avec des lettres en rapport forcément avec le thème. Donc je peux très bien mettre une seule, 2 lettres ou les 4 lettres si j'arrive à trouver un mot qui contient les 4 lettres et qui reste dans le thème. À partir du moment où un joueur-joueuse a mis ses jetons et a dit stop, il retourne le sablier et à ce moment-là, toutes les autres personnes autour de la table ont 20 secondes pour terminer et trouver le mot. Par exemple, là, un animal domestique, cette personne-là a mis le C, le H et le T en indiquant probablement, par exemple, un chat. Même s'il n'y a pas le A, c'est pas grave.
ça marche quand même. Et donc le but c'est de remplir entièrement sa grille. Une fois que la grille elle est complète, enfin en tout cas que le mot est validé, on va mettre des petits jetons comme ça. Et quand la grille est complète, eh bien tout simplement on va retourner ce plateau là. Et de l'autre côté, il y a d'autres lettres, une autre configuration. Et la première personne a validé le deuxième côté de sa feuille, tout simplement remporte la partie. Donc c'est un jeu de lettres et un jeu de mots un petit peu frénétique qui va faire vraiment appel à votre rapidité et à réfléchir rapidement sur des mots en fait qui sont très simples, très sommaires, mais sous le coup de la pression et de la rapidité, en fait il y a des fois des mots, ça vient pas, on n'en trouve pas. Donc c'est très rigolo, ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Je suis un petit peu étonné, 2-4 joueurs, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus. Alors sur la boîte c'est 2-5 joueurs. Je pense qu'on peut y jouer à plus nombreux à partir du moment où tous les joueurs ont une feuille avec des lettres comme ça, puisqu'il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux qui représentent en fait les saisons, même s'il y en a un petit peu plus. Même à plus que 5, je pense que ça peut le faire. Ça met un petit peu de difficulté pour certains ou certaines joueuses. Donc c'est chez Tiki Édition, c'est un jeu de Erwan Morin et Thierry Saïz. C'est toujours illustré par Christine Alcouf et distribué par Néoludis. Voilà pour Happy Letter, ce petit jeu de lettres qui est, ma foi, bien sympa. Alors c'est vrai que c'est mieux de faire un mot avec les 4 lettres, mais c'est pas obligatoire. Même avec une seule lettre, ça peut marcher. Des fois, ça peut nous sortir des fois d'avoir au moins une lettre de validée que rien du tout. Et ça dépend toujours, pareil, ça dépend des thèmes. Un très beau jeu, Artistry, qui est ma version tout simplement qui est là, que j'ai pledgé, j'ai participé au financement participatif. Il est arrivé, ça fait un petit peu maintenant quelques semaines. J'avais envie de vous en parler parce que c'est un très beau jeu et dans sa mécanique qui reste relativement assez simple. Alors c'est bien dommage qu'il n'y ait pas d'autres photos pour vous montrer un petit peu le matériel. Alors peut-être que non, il n'y a pas d'autres photos. Alors hop, peut-être en allant copier ici. Parce qu'il y a la version Deluxe. Alors il y a quelques photos, voilà. Alors c'est pas forcément cette version que j'ai, mais en tout cas la mécanique est sensiblement la même. Vous avez un plateau central au milieu de la table avec des jetons. Ces jetons, ce sont des, comme dans Azul, des fabriques, mais c'est pas des fabriques, c'est des... j'ai oublié le mot. Si personne peut m'aider, non. Du métal, de la céramique, des peintures et autres, en tout cas, éléments, on va dire. Et à mon tour de jeu, je vais utiliser une de mes cartes apprentis qui ont donc un pattern en fait qui va m'autoriser à prendre une certaine configuration de jetons. Donc là, on voit pas très bien, mais par exemple, je pourrais prendre ces 2 jetons là ou des jetons en diagonale ou suivant en fait le pattern que j'ai de mon apprenti, je vais pouvoir me servir. Ces jetons-là, je vais pouvoir donc les récolter et au bout d'un moment, je vais pouvoir les dépenser. Je vais pouvoir les dépenser pour tout simplement confectionner un objet en rapport avec ces éléments et qui vont donc me rapporter des points, mais ils vont me rapporter également de l'expérience puisque au bout d'un moment, un certain nombre de cartes du même élément, je vais pouvoir améliorer mon apprenti, c'est-à-dire que je vais passer sur un apprenti un petit peu de niveau supérieur jusqu'à maîtriser complètement l'art donc de cet art nouveau pour devenir master et pouvoir me servir encore plus de jetons pour avoir encore plus de cartes avec ces fabriques que je vais pouvoir acheter. Donc c'est relativement très simple, c'est un très très joli jeu. Alors là je vous montre la version de luxe, mais il y a quand même toutes ces cartes là illustrées avec ce petit sachet à l'intérieur de la boîte. Ce ne sont pas des jetons en acrylique que j'ai, mais ce sont des jetons en bois qui sont tout aussi jolis et avec toutes ces cartes, avec ces illustrations art nouveau et avec une petite extension que j'ai à l'intérieur qui est une petite extension sur Moucha qui est donc un artiste
si ce n'est l'artiste le plus reconnu et connu de l'art nouveau, hein. En voyant un petit peu ces illustrations, peut-être que ça peut vous faire immédiatement penser à cet artiste-là. En tout cas, c'est lui qui est je pense, le plus connu. Voilà pour Artistry, qui est toujours disponible, en tout cas sur leur page de l'éditeur Dux Somnion Game. C'est un jeu de Amy Droz et Dusty Droz, illustré par Corey McComb et Jalop, ou Jalop, je ne sais pas. Donc c'est un financement participatif. Alors c'est pas 79 €. Moi j'ai pris la version la version un petit peu en dessous, c'est-à-dire celle-ci qui est un jeu pour le matériel relativement assez correct au niveau du tarif. Un 4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 à 40 minutes. C'est relativement très très rapide, hein, et c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Voilà pour Artistry, ce superbe jeu, qui a des sensations un petit peu à la, j'ai envie de dire un peu à la Azul, hein, du fait qu'on ait ces briques, ces fabriques, en tout cas ces éléments qui sont sur le plateau qu'on va venir récupérer pour stocker chez nous, pour pouvoir les dépenser et acheter des cartes. Voilà, c'est très très, je trouve, très efficace, en plus d'être dans un thème et dans des illustrations vraiment très belles. Alors, oui, le jeu est surtout beau, mais c'est cool. Ah oui, alors Anto, il dit ça peut-être qu'il s'est un petit peu plus ennuyé que moi. Moi, je me suis pas ennuyé. En tout cas, j'ai passé un bon moment. C'est un jeu, je pense, que je vais faire découvrir parce qu'il est relativement très simple à jouer, en fait, hein. Alors, il est pas ultra challengeant. Peut-être qu'effectivement, pour les joueurs qui demandent un petit peu plus, quelque chose d'un peu plus challengeant, ça peut être un peu plat. Et merci Archiviste50 pour le follow. Bienvenue. En tout cas, voilà. C'est un beau jeu. Très simple, accessible, que moi je prends beaucoup de plaisir à jouer et que je m'amuserai, je pense, à faire découvrir. Nocturne, chez les Lucky Duck Games, il arrive à la fin du mois d'octobre, aux alentours de 40 €. Un 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 à 45 minutes. C'est pas très très long. C'est un jeu donc chez les Lucky Duck Games pour la version française et distribué par Neoludis. C'est un jeu de David Lazy et illustré par Beth Sobel. Sinon c'est Flat Out Game, l'éditeur original. Alors je ne saurais l'écrire, cette fameuse mécanique qu'il y a dans Nocturne. C'est une espèce de d'enchère. Et il me semble que c'est une espèce d'enchère qui est appelée les enchères spatiales. Je crois que c'est ça. Puisque il y a cette mise en place. Alors là, il faut imaginer que au centre de la table, il y a tout un tas de tuiles qui va être disposées, hein, et ces tuiles-là, en fait, représentent tout simplement des éléments qu'on va devoir récolter pour marquer des points. Il y a des fleurs, il y a des crânes, il y a des coffres, il y a des espèces de runes, et chaque objet en fait a un scoring un petit peu particulier de collection. Plus j'en ai, plus je vais avoir de points. Ou alors il faut que j'ai une certaine collection de plantes différentes pour avoir plus de points. Ou alors il faudra que j'aurai à la fin de la partie que j'ai le plus de ce type d'objet pour marquer le plus de points, etc. Comment ça se passe? Tout simplement, eh bien, à mon tour de jeu, je vais placer un de mes jetons sur une tuile. Et dans le sens du jeu, les autres joueurs vont devoir, eh bien, s'ils le souhaitent, surenchérir, c'est-à-dire mettre un jeton de plus forte valeur, puisque les jetons sont numérotés, hein, ils ont des valeurs dessus. Ils vont devoir mettre un jeton de valeur supérieure sur une tuile adjacente, etc. jusqu'à ce que tous les joueurs passent, et à ce moment-là, c'est le joueur qui a mis l'enchère, le jeton de plus forte valeur, qui va remporter la tuile sur laquelle est situé son jeton. Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure de la partie, on va créer en fait des collections d'objets pour marquer des points. Il y a également des petites cartes qui vont nous donner des petits objectifs, hein, puisque sur chaque carte, en plus de l'objet, on va dire, qui nous rapporte des scorings, il y a également des symboles. Et ces symboles, c'est ce qui va nous permettre en fait de faire des potions. Voilà. Donc c'est ça, c'est cette fameuse enchère spatiale
qui est un petit peu, en tout cas pour moi, les premières parties. La première partie que j'avais faite à Cannes et là la première partie que j'ai du coup refait cette semaine, c'est un petit peu déroutant, déconcertant. Enfin, j'ai pas l'habitude de jouer à ce genre de mécanique. Et au début, on sait pas trop, on comprend pas trop où est-ce que le jeu veut nous amener. Au bout du deuxième tour, quand tu as soit récolté ta tuile, ou soit c'est un adversaire qui a récolté sa tuile, tu comprends la mécanique et tu dis, c'est bien plus malin que ce que je pouvais l'imaginer, et ça marche plutôt même très bien. Moi, je suis ravi. Alors, on n'y a joué que à 2 joueurs. On y joue mercredi, c'est prévu d'y jouer à 4 joueurs. Donc, je pense que je vous en reparlerai la semaine prochaine pour vous donner mon avis sur déjà la partie à 4 joueurs. En tout cas, à 2, j'ai trouvé ça vraiment plutôt malin, original. En tout cas, moi de mon côté, je connaissais pas ce système-là. J'imagine que c'est pas nouveau, que ça existe déjà, mais j'avais jamais vraiment joué à cette mécanique-là. J'ai été plutôt un petit peu dérouté, mais au final, agréablement surpris quand tu captes en fait le jeu, où est-ce qu'il veut t'amener, comment il faut en fait jouer pour pouvoir gagner. C'est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé cette mécanique. C'est juste que tu as du mal à pouvoir récupérer la tuile que tu veux. C'est ça, c'est parce que si tu te mets sur une tuile que tu veux, mais si les autres joueurs surenchérissent, bien déjà, tu vas pas pouvoir revenir sur la tuile où il y a déjà un jeton. Donc tu vas faire un petit cheminement en fait sur cet étalage de tuiles. Mais c'est Skyrise et Metropolis effectivement, mais on n'y a pas joué donc je ne connais pas. Je sais que cette mécanique-là existe déjà, mais voilà, effectivement c'est dans Skyrise qui arrive également chez Lucky Duck, mais peut-être beaucoup plus simple et accessible. Mais c'est vraiment une chouette surprise et on a passé un bon moment. J'ai trouvé ça très malin. C'est un mot qu'on n'aime pas dire, mais des fois voilà, original. C'est pas original parce que ça existe déjà, mais en tout cas, voilà, ça m'a bien plu. J'ai trouvé ça très fun. Passer le premier tour où on comprend pas trop. Postcards. Alors celui-ci, il arrive également à la fin du mois. Un 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30-45 minutes. C'est relativement assez rapide. Hop, il est là. Il faut que je vous le montre parce qu'il est quand même relativement... Je trouve ce jeu-là super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette boîte me fait penser à des illustrations qu'on retrouve souvent dans certaines boutiques de souvenirs, en tout cas sur vraiment des cartes postales où il y a toujours ces espèces d'illustrations très graphiques, très poétiques. Je trouve ça très beau. Et dans toutes les villes, en fait, il y a toujours ces cartes postales ou même ces tableaux qui sont relativement assez chers. Mais voilà, donc déjà les illustrations, moi ça me parle beaucoup. C'est des affiches peintes, effectivement, mais on les retrouve très souvent, comme le titre du jeu, en carte postale. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu-là? Eh bien, on va se balader en fait dans toute la France à vélo. Et dans le but de collectionner ces fameuses cartes postales, tout simplement pour marquer des points de victoire. Comment ça se déroule? Très simplement, un petit peu à la façon, j'ai envie de dire, de le comparer, s'il faut le comparer, à un petit peu à un aventurier du rail. C'est-à-dire que, à mon tour de jeu, je vais avoir 5 cartes en main que je vais récupérer à la fin de mon tour, qui sont dans cette espèce de rivière ici. Ces cartes-là, elles ont 2 informations. Elles ont une première information au niveau du symbole qui est indiqué au centre de la carte, soit un vélo, soit une carte postale, soit un petit campement. Donc ça me permet de faire 3 actions différentes suivant le symbole. La deuxième information que la carte dispose, c'est sa couleur, qui est quand même beaucoup plus simple, puisque à ce moment-là, si je joue la carte pour sa couleur, eh bien je vais tout simplement prendre un timbre-poste, qui est au centre du plateau, pour le mettre sur une de mes cartes que j'aurai déjà récupérée. Comment on récupère des cartes postales? Eh bien justement, en jouant une carte, non pas pour sa couleur, mais pour le pictogramme de carte postale. Voilà. Donc,
soit je joue pour la couleur et je viens poser un timbre sur la carte postale au dos, hein, forcément je vais venir poser un timbre sur la couleur de la carte que je viens de jouer, ou alors je joue la carte pour le pictogramme, et alors à ce moment-là, le pictogramme, eh bien si c'est un vélo, ben, c'est un déplacement, j'ai le droit de me déplacer d'une région sur la carte. Si c'est un campement, eh bien je peux mettre un de mes petits jetons qui est autour de mon plateau perso. Je peux mettre un petit jeton de campement sur une icône qui est contenue sur une de mes cartes postales. C'est principalement les icônes qui se trouvent sur la carte et sur mes cartes postales, eh bien des monuments historiques, de la cuisine par exemple, enfin quelque chose qui fait vraiment très site touristique en tout cas, ou attraction. Et donc je vais pouvoir jouer ma carte campement pour poser un petit jeton de campement sur l'icône qui est concernée par ma carte postale. À ce moment-là, je viens poser non pas un timbre, mais de l'autre côté, je viens valider et j'ai droit à un petit bonus. Et je peux donc également, comme je le disais, aller jouer ma carte, celle-ci par exemple avec la carte postale, pour pouvoir récupérer une carte postale qui est dans la rivière de cartes là-haut, pour la mettre côté en fait non illustré. Comme ça, elle sera ici. Et si je veux, je peux jouer également cette carte de carte postale pour valider, envoyer ma carte postale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai les timbres postes qui sont tous sur la carte postale, suivant la carte postale, il y a plusieurs, plus ou moins de timbres demandés, eh bien je vais pouvoir tout simplement l'envoyer à ce moment-là. Je défausse tout ce qu'il y a dessus et je marquerai les points qui sont indiqués. Pour donner peut-être un exemple sur cette... Non, on le voit pas très bien. Non, on voit pas d'exemple, c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, vous avez en haut à gauche de l'illustration, vous avez la région dans laquelle se trouve le site, et en haut à droite, vous avez tout simplement bien le nombre de points qu'elle vous rapporte si jamais vous arrivez à l'envoyer. Voilà. Moi je trouve ça magnifique, je trouve ça superbe, c'est très efficace, c'est relativement assez simple comme mécanique, c'est vraiment pas compliqué de tout simplement jouer ces cartes tout simplement pour pouvoir valider en tout cas les objectifs, donc de timbre, de déplacement, de campement, c'est ultra accessible. Alors oui, effectivement, des jeux de livres, il faut être dans la bonne région pour pouvoir envoyer la carte postale. Effectivement, oui, ça je l'ai pas précisé. Mais c'est, voilà, ça un petit peu a des sensations à des aventuriers du rail. On pourrait peut-être un petit peu le comparer, mais avec quelque chose où on va pas forcément trop se gêner. Il n'y a pas vraiment d'interaction. La seule interaction, bien, c'est la course, puisque le premier joueuse, en fonction du nombre de joueuses, qui valide un certain nombre de cartes postales, met fin à la partie. Voilà. Donc c'est ça qui va déterminer en fait la fin de partie. C'est le nombre de cartes sur le nombre de joueurs. Donc moi c'est très très beau, c'est très contemplatif et en fait c'est un jeu que tu joues comme ça qui est très simple, très contemplatif parce que c'est vraiment très beau. Toutes les illustrations sont magnifiques. Bon, le plateau principal avec la carte de France peut-être elle est un petit peu toute simple. Voilà, il n'y a pas d'illustration en fait sur la carte de France, mais en même temps voilà, elle reste très lisible. Et il n'y a pas on peut pas se tromper en fait sur les iconographies. Voilà. Et en même temps, à chaque fois, il y a des cartes en plus qu'on gagne, des petits bonus. Quand on valide une carte, on a le droit d'aller chercher une carte souvenir, etc. Voilà pour Postcard. Moi qui m'avait déjà bien convaincu quand on l'avait découvert à Cannes cette année, eh bien il arrive fin du mois d'octobre aux alentours de 35 €. C'est chez Synapse Édition. Sinon c'est Fenrir Game, l'éditeur original. C'est un jeu de Eric Dubus et Simon Kane et illustré par Crocotam Studio, distribué en français par Neoludis. Voilà pour Postcard. C'est, je pense que ça c'est quand même un chouette cadeau qu'on pourrait faire à quelqu'un qui commence un petit peu peut-être à s'intéresser aux jeux de société, qui débute on va dire, ou alors quelqu'un qui aime vraiment les beaux jeux et qui a envie d'un jeu vraiment pas prise de tête.
En tout cas, nous, ça nous a bien plu. Et tu ne joues que 3 cartes à ton tour sur les 5, effectivement. Les autres cartes, tu ne peux pas les garder. Tu dois tout défausser pour refaire ta main à 5 cartes. Exactement, c'est ça. Alors je peux vous proposer de rester dans le thème du voyage, puisque également nous avons rejoué à Trekking the World. Alors on en avait déjà parlé, mais juste je reviens un petit peu dessus parce que je pense que ce jeu n'a pas le succès qu'il mérite. On est un petit peu dans cette gamme de jeux comme ça, un petit peu comme dans le jeu précédent, Postcard, quelque chose de relativement assez simple, assez contemplatif, très beau, avec des chouettes illustrations. Là, on n'est plus en France, mais on est dans l'entièreté du monde, où dans lequel on va voyager pour non pas envoyer des cartes postales, mais récolter des souvenirs sur différents lieux. Et ces lieux-là vont nous permettre tout simplement de remporter des points de victoire, ou alors des bonus, ou pouvoir faire des combos, etc. Donc, c'est peut-être un petit peu plus poussé que Postcard, c'est-à-dire qu'on va devoir piocher une carte de destination ou de déplacement. Ces cartes-là vont nous indiquer... Alors, est-ce que je vais en trouver une? Forcément, non. Mais oui, voilà ça. Donc, début de mon tour, je vais piocher une carte qui est disponible dans la rivière. Il y en a 5. Ça va m'indiquer le nombre de déplacements que je peux faire, les revenus que je vais recevoir et les souvenirs que je vais pouvoir... récolter, si jamais je suis dans la bonne région du monde. Par exemple, si je me prends cette carte-là, je me déplace de 1 sur la carte du monde, je récupère 3 $, et si je suis en Afrique, eh bien j'ai un souvenir rouge. Les souvenirs rouges, ça va nous permettre de nous déplacer plus facilement. Alors, la carte du monde, elle est comme ça, je vais pouvoir me déplacer de site en site et récolter des souvenirs. Ces souvenirs que je vais mettre sur mon petit plateau perso. Ça va me faire des points de victoire et ça va me donner également des bonus supplémentaires de déplacement ou de revenus, etc. Si j'arrive sur un site, un lieu en tout cas sur la carte, un site touristique, dont la carte est disponible dans la rivière, eh bien si c'est un bonus comme ça, où je visite le site, eh bien ça va m'apporter des bonus. Alors c'est dommage que j'ai pas plus d'illustrations que ça. Par exemple, voilà, je me déplace, j'arrive à Yellowstone, qui me dit qu'au lieu de vous déplacer grâce à une carte itinéraire, je peux payer 1 $ pour me déplacer sur le lieu de mon choix. Voilà, c'est un one-shot où ça permet également des points de victoire à la fin de la partie. Ça dépend donc des cartes. Mais je peux également, si je le souhaite, suivant pareil le lieu qui est disponible, par exemple si je suis au Chute Victoria, donc en Afrique, je peux payer 5 $ pour récupérer cette carte qui me donnera 10 points de victoire à la fin de la partie. C'est principalement les cartes en fait de sites de visite qui nous rapporteront des points de victoire. Là, par exemple, sur celle-ci, je devrais payer 7 $ et elle me rapportera 16 points à la fin de la partie. Mais toujours pareil, il faut que je sois sur le bon site au moment de vouloir soit la récupérer pour les découvertes, soit pour créer un souvenir en prenant cette carte et en la payant. Voilà pour Trekking the World. J'avais mis déjà une note de 7,5 quand même. Parce que vraiment ce jeu il m'avait bien plu. C'est sorti début septembre aux alentours de 40 €. Il y a quand même pas mal de matériel, c'est très agréable à jouer, c'est très simple et accessible. Mais voilà, c'est pas prise de tête, mais c'est super agréable. C'est un jeu donc édité par les Underdog Games de Charlie Blink, Nick Bentley et illustré par Eric Ibeler et Alfredo Rodriguez pour le graphiste et Nayeli Akuna. Et c'est distribué en français par Asmodée. Voilà pour Trekking the World. Hop, je vais me remettre là. Alors oui, il y a cette espèce de petite tension dans Trekking the World, c'est-à-dire où on va regarder un petit peu, on va surveiller ses adversaires, dans quelle région du monde ils sont situés pour essayer d'aller piquer en fait les sites ou les découvertes avant le joueur adverse justement pour marquer les points avant lui. Hop, et je vous propose un dernier jeu. Onitama. Alors c'est pas une découverte. Enfin si, pour nous c'était une découverte, mais ce que je veux dire c'est pas une nouveauté. Onitama, c'est chez Igiari. C'est un jeu de Shinpei Sato.
illustré par Jun Kundo et Marius Smerz. Et c'est distribué par Novalis. Onitama, je vous le dis de suite, j'ai trouvé ça génial. Je me suis vraiment amusé. On pourrait peut-être le comparer à un jeu d'échecs, très grossièrement. Même si ça va un petit peu plus, ça part dans d'autres directions. Pour le thème, nous sommes un maître des arts martiaux avec ses disciples qui allons tout simplement affronter son adversaire, puisque ça se joue uniquement à 2 joueurs, et nous allons affronter notre adversaire dans ce temple, comme on voit ici, avec un chouette tapis en néoprène. Mais chaque personnage n'a pas un déplacement attribué, comme aux échecs par exemple. Ça se joue, ces déplacements, avec des cartes qu'on a ici. Et ces cartes-là, eh bien, elles vont tourner au fur et à mesure de la partie. Je voulais vous montrer, peut-être, voilà. Là, par exemple, c'est un tout début de partie, donc je suis le joueur rouge. Par exemple, j'ai ces 2 cartes devant moi, mon adversaire a 2 autres cartes différentes, et il y a une carte comme ça sur le côté qui est en attente. Eh bien, on ne va jouer qu'avec ces 5 cartes durant toute la partie. Ces cartes-là, en fait, tout simplement, elles indiquent un déplacement du personnage que je souhaite. Par exemple, je pourrais très bien utiliser l'esprit de l'animal crabe pour pouvoir déplacer mon personnage, celui de mon choix, en suivant cette espèce de pattern. C'est-à-dire que je pourrais me déplacer d'une case devant, ou je pourrais me déplacer de 2 cases sur le côté. Pour la grenouille, je pourrais me déplacer soit en diagonale à gauche en haut, ou en bas à droite, ou alors 2 cases sur la gauche. Et à ce moment-là, eh bien, s'il y a un jeton, un pion, en tout cas adverse, eh bien, hop, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, je le mange, comme aux dames, on va dire. Le but, c'est tout simplement, soit d'éliminer le maître adverse, ou alors de mettre notre maître sur le camp adverse, c'est-à-dire sur la zone centrale où est situé notre personnage principal en début de partie. Une fois que j'ai fait mon déplacement, tout simplement, admettons, je fais le crabe avec ce personnage-là, je l'avance d'une case, cette carte-là, je vais la mettre sur le côté à gauche, et je vais récupérer la carte qui est sur le côté à droite. Et en fait, à chaque fois qu'un joueur va jouer une carte, il va circuler. C'est-à-dire que à mon tour prochain, je pourrais jouer, si j'ai joué l'une des 2, par exemple j'ai joué le crabe, la crabe vient ici, je garde la grenouille, et je vais pouvoir jouer à mon prochain tour l'anguille, qui me permet de faire ce déplacement. Donc il y a tout ce système ultra malin de devoir surveiller quel déplacement je vais pouvoir faire pour essayer de bloquer mon adversaire, mais qu'est-ce que je vais lui donner comme carte à mon adversaire, qui lui va s'en servir à son prochain tour. Est-ce que lui, la carte que je joue, il va pas s'en servir pour que ça me retombe dessus, pour qu'il puisse lui me bloquer. C'est très malin, c'est très efficace, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est des parties vraiment assez courtes, c'est pas très très long en fait, mais tout dépend en fait de comment on le joue. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super. Je me suis vraiment bien amusé. Donc c'est à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Il est sorti il y a quand même un petit moment maintenant. Je sais pas exactement quand est-ce que c'est. Aux alentours de 30 €. Mais c'est vraiment une très belle boîte comme ça qui s'ouvre un petit peu de façon aimantée. Donc c'est vraiment un chouette coffret quand on l'ouvre. Vous voyez, ça se déplie. Alors on va pas jouer dans la boîte, hein, mais ça fait un chouette coffret, je trouve, comme on le voit ici. Vous voyez, donc il y a le tapis en néoprène qui se déroule, et avec tous les jetons qui sont sur le côté, et toutes les cartes de déplacement. Je trouve que c'est un beau jeu, un chouette objet également, et avec une mécanique qu'on comprend de suite en fait, et tout est dans la stratégie de savoir comment on va le jouer, comment on va déplacer nos adversaires, nos jetons pour aller bloquer notre adversaire. C'est vraiment une chouette découverte, en tout cas pour nous. Moi j'ai beaucoup apprécié, et il y a beaucoup de cartes en fait dans le jeu qui permettent donc, qui ont d'autres esprits des animaux, qui vont nous permettre d'autres déplacements. Donc j'ai hâte de un petit peu voir, de tout découvrir le reste.
Et salut la ZDJ, coucou, comment vous allez? Et oui, ce soir je suis tout seul, Anto il s'est dégonflé, il n'a pas voulu participer avec moi, voilà. Bon, il y a des jours comme ça où on n'a pas forcément l'envie. Non mais si, c'est pas, il a la forme, mais bon. Euh, non mais la ZDJ, on vous en a pas parlé, on t'enverra un petit message. Et vous allez faire un live là ce soir? On va faire Arigato et Happy Letters. Eh ben voilà, Happy Letters, j'en ai parlé tout à l'heure, et Arigato, j'en avais déjà parlé, il est là, il est pas loin, hein, il est ici. J'en avais déjà parlé la semaine dernière. Dragonnier, il est là. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé ce jeu. Je trouve ça assez original au niveau du placement en fait d'ouvriers en fonction des spécialistes, et de devoir tout simplement faire une espèce de petite enchère pour pouvoir bien se servir sur les cartes en premier. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Moi, en tout cas, il m'a convaincu. Alors, vous, de votre côté, si tu me poses la question, c'est que toi, tu n'as pas été forcément, j'imagine, aussi convaincu. Alors, c'est des illustrations de Andrew Bosley. Donc là, déjà, pour moi, c'est un plus, puisque j'aime beaucoup cet illustrateur. Mais au-delà de ça, la mécanique, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En tout cas, voilà, je me suis vraiment bien amusé dans cette mécanique de poste d'ouvrier et enchère. Et alors à deux, écoute, nous on n'y a joué qu'à deux. Et alors il y a un joueur fictif en fait qui prend des emplacements, mais ça nous a pas gêné. On a passé un bon moment. Alors effectivement à 4, je pense qu'on se bataille un petit peu plus peut-être sur les emplacements, mais nous en fait voilà, à 2, comme on n'est pas des joueurs qui aimons vraiment l'interaction et l'affrontement, en tout cas ça nous a pas dérangé. On a plutôt bien aimé. Salut Didou 1973. Alors tu nous dis que tu as déjà essayé Dragonnier. La mécanique est intéressante, mais manque une vraie thématique. Moi, je trouve qu'il y a une vraie thématique dans Dragonnier, dans le sens où on est sur une île où sont en fait tout simplement les derniers dragons, et il y a des braconniers qui arrivent sur cette île, et nous on va tout simplement tenter de protéger les dragons. Donc alors la thématique elle est ce qu'elle est, mais moi je trouve que ça fonctionne assez, puisque on va pouvoir aller recruter des personnages, des mercenaires en tout cas, pour aller protéger ces dragons. On va pouvoir aller sauver des mains des braconniers. On va pouvoir également aller en récupérer dans la fameuse montagne. On va pouvoir également les relâcher dans un environnement qui leur est propre pour marquer des points. On va pouvoir également faire des petits objectifs. Non, moi j'ai trouvé que c'était... Alors thématique, c'est compliqué de dire que c'est thématique, puisque un jeu de société, par définition, en fait, la thématique, on s'en fiche un peu, c'est vraiment la mécanique qui prime, mais en tout cas, moi, la thématique m'a plutôt assez convaincu. J'ai trouvé que c'était plutôt bien, quoi. Ah mais oui, c'est sûr que mais dans tous les jeux tu peux mettre n'importe quelle thématique en fait, hein. C'est sûr, je sais pas, tu prends Altaï qui est un jeu on va dire un petit peu d'affrontement entre civilisations, mais tu mets un autre thème où tu mets des lapins, des renards avec des carottes et autre chose. Le jeu, tu gardes la même mécanique et le jeu reste le même en fait, hein. C'est vraiment avec les jeux de société, les mécaniques, tu fais ce que tu veux, je trouve, hein. Mais effectivement, oui, tu as raison, hein, c'est tout à fait les thématiques de jeu, tu fais vraiment ce que tu veux. Alors, vous n'avez pas joué la ZDJ à Dragonnier, ok. Ben, franchement, tentez-le à deux, hein. Ça, pour nous, en tout cas, ça a très bien fonctionné. Il y a juste ce troisième joueur qui est vraiment absolument pas compliqué à gérer, puisqu'il suffit simplement de tirer une carte de son deck de cartes spécifique et de le mettre aux emplacements qui est indiqué. Ça prend un emplacement, c'est-à-dire que nous, les deux autres joueurs, on va pas pouvoir se mettre à ces emplacements-là, mais nous, en tout cas, ça nous a bien convaincus.
Alors, effectivement, Mind Clash, là, c'est pas un jeu expert, hein, c'est très, enfin, alors, pas familial, mais en tout cas, c'est un petit initié, c'est vraiment pas compliqué, hein. Et donc, ZDJ, vous attendez Sanctuary, là, le nouveau jeu dans le monde de Ark Nova. Moi, Ark Nova, j'avais pas spécialement accroché. Il faudrait peut-être que j'y rejoue, parce qu'effectivement, la première partie que j'ai faite, on a joué à 4 joueurs. C'est peut-être pas la meilleure config. Justement, Ark Nova qui mérite peut-être d'être joué plus à 2 joueurs. Et là, Sanctuary, si je me trompe pas, Sanctuary, je crois que ça se joue à 2 en tout cas, hein, pour Sanctuary. Je ne me souviens plus. J'ai pas trop regardé. Bah voilà, on a fait le tour. Alors peut-être très rapidement, nous avons parlé de Onitama, ce petit jeu qui renouvelle un petit peu les jeux d'échecs. Nous avons parlé de Trekking the World, ce jeu très joli avec pas mal de matériel, qui est un jeu très accessible, mais qui quand même n'est pas si simple que ça, qui demande quand même un petit peu de réflexion et de gestion. Postcard, très très beau jeu, pareil, très accessible, un petit peu moins de réflexion, mais qui est très contemplatif et qui se laisse très très facilement et simplement jouer. Nocturne avec sa fameuse enchère spatiale dans lequel on va tenter de récolter des tuiles. Ces tuiles-là, eh bien, ça va être des points de victoire suivant l'objet qui est représenté dessus. Voilà, je vous ai parlé également de Artistry, ce très très beau et magnifique jeu sur lequel j'avais craqué en financement participatif, qui est arrivé, dans lequel on va tout simplement collectionner des jetons qui représentent en fait des éléments de l'art nouveau, hein, donc soit de la céramique, de la peinture, du textile, etc., pour gagner le plus de points de victoire. Happy Letters, ce petit jeu de lettres dans la gamme de chez Tiki Edition qui, comme je le redis encore une fois, ce sont des jeux qui sont ultra accessibles, qui font jouer tout le monde. C'est ultra efficace, ça marche à tous les coups, toute leur gamme. Et donc, Storybox, Rêve et Cauchemar, mais Storybox principalement pour notre partie de contes et légendes, dans lequel on va se raconter des histoires et surtout on va essayer de s'en souvenir. Ça, c'est ultra efficace. Et ce petit Ghost Manor, pour rester sur le Memory, eh bien, un jeu pour enfants qui va être plutôt rigolo, 5 minutes entre adultes, pas plus, mais avec les plus jeunes, ça peut être très fun de trouver les fantômes dans le manoir. Voilà pour le débrief ludique de la semaine. Alors, eh bien, c'est encore un peu tôt parce qu'il est 9h moins 10, donc la ZDJ, vous allez faire en live à 21h, donc je vous invite à aller rester sur Twitch pour aller sur la ZDJ pour regarder leur partie de Arigato et de Happy Letters. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, merci infiniment. N'hésitez pas à venir sur Twitch tous les lundis à 20h pour bien parler ensemble. Et à tous qui sont là sur Twitch, merci infiniment. On se retrouve bien la semaine prochaine pour le prochain débrief ludique, peut-être avec des jeux des livres qui sera là. Sinon, c'est le reste de la semaine, tous les jours, sur Instagram pour les reviews de jeux de société, les partages ludiques en story. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, salut.